C'était un mardi après-midi pluvieux quand je me suis assis à la table de la cuisine, avec une pile de factures impayées étalée devant moi. Le son de la pluie frappant la fenêtre semblait faire écho au désespoir que je ressentais dans ma poitrine. J'avais 26 ans, un emploi qui me payait bien, mais j'étais complètement fauché financièrement. Les dettes étaient devenues une prison invisible, et chaque jour était une bataille entre ce que je devais faire et l'envie d'abandonner simplement. À ce moment-là, je ne savais pas qu'une simple lettre, écrite par ma grand-mère il y a plus de 30 ans, était sur le point de briser tout ce que je pensais savoir sur l'argent et de reconstruire ma relation avec les finances d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce qui était écrit sur ces pages jaunies par le temps n'était pas seulement un ensemble de mots, mais une clé qui ouvrirait les portes d'une liberté que je jugeais impossible. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais partager avec vous chaque détail de ce parcours transformateur. La crise n'est pas arrivée soudainement. Elle s'est installée progressivement, comme un invité indésirable qui occupe chaque coin de la maison jusqu'à ce qu'il ne reste plus de place pour rien d'autre. Je me souviens d'arriver à la maison après le travail et de rester planté devant le réfrigérateur, regardant à l'intérieur sans vraiment voir ce qu'il y avait là. Mon esprit était toujours ailleurs, à calculer combien je devais sur ma carte de crédit, à essayer de me souvenir si j'avais payé la facture de la carte de magasin, inquiet du paiement échelonné de mon téléphone qui avait encore 12 mois à courir. L'argent coulait entre mes doigts comme du sable, et même si j'essayais de le retenir, tout disparaissait avant que je puisse comprendre où il allait. Cet après-midi pluvieux, quand j'ai ouvert la 3e enveloppe rouge, celle qui annonce que la facture est en retard, quelque chose en moi s'est brisé. Les larmes ont commencé à couler silencieusement sur mon visage, tandis que je fixais ces chiffres qui semblaient m'accuser, me traiter d'incompétent, de raté. J'avais un bon salaire. Comment avais-je pu en arriver là? Comment quelqu'un avec ma formation, mon intelligence, était devenu l'esclave de son propre argent? La réponse était sur le point d'arriver, d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. À la fin de cette même semaine, ma mère m'a demandé de l'aider à organiser le grenier. Elle voulait se débarrasser de quelques vieilles affaires, et moi, ayant besoin de distraire mon esprit de cette situation financière désespérée, j'ai accepté l'invitation. Le grenier de la maison de ma mère était comme une capsule temporelle, plein de meubles anciens, de boîtes à chaussures remplies de photographies décolorées et de livres que personne ne lisait plus. En déplaçant une pile de vieux magazines, mes yeux se sont posés sur un coffre en bois foncé que je n'avais jamais vu auparavant. Il était caché derrière un vieux rideau, comme si quelqu'un avait essayé d'oublier son existence. Le bois était fissuré à certains endroits, et la serrure rouillée a résisté quand j'ai essayé de l'ouvrir. La curiosité est une chose intéressante. Elle a le pouvoir de nous faire oublier temporairement nos plus grandes préoccupations. J'ai complètement oublié mes dettes alors que je cherchais une clé qui pourrait ouvrir ce coffre mystérieux. Quand j'ai finalement réussi à l'ouvrir avec un outil trouvé dans le garage, la première chose que j'ai vue fut une enveloppe jaune pâle, avec l'écriture familière de ma grand-mère. Ma grand-mère était morte quand je n'avais que 8 ans, mais je me souvenais encore de son écriture cursive, de la façon dont elle dessinait chaque lettre avec une précision artistique. L'enveloppe était adressée à mon grand-père, et la date dans le coin supérieur indiquait qu'elle avait été écrite seulement 3 mois avant sa mort. Mes mains tremblaient légèrement tandis que j'ouvrais soigneusement l'enveloppe, ignorant que ces pages contenaient une sagesse qui changerait le cours de ma vie. La lettre commençait par les mots « Mon cher amour », et rien que cela a serré mon cœur. Ma grand-mère écrivait sur le diagnostic médical qu'elle avait reçu, un cancer du poumon qui ne lui laissait que quelques mois à vivre. Mais ce qui m'a surpris n'était pas la tristesse des mots, mais la sérénité avec laquelle elle écrivait sur l'acceptation et la gratitude. Et puis vint le paragraphe qui a fait arrêter le monde de tourner pendant un moment. Elle écrivait « Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour les factures après mon départ. J'ai tout organisé dans le petit carnet bleu que tu aimes tant. Le secret, mon amour, n'a jamais été de gagner plus, mais de comprendre où allait le peu que nous avions. J'ai appris que chaque réal doit avoir un but, comme un soldat dans une bataille. Certains protègent le château, d'autres partent en guerre, et certains doivent se reposer pour combattre un autre jour. » J'ai lu et relu ces mots, sentant comme si ma grand-mère était assise là à côté de moi, me parlant directement à travers les décennies. Elle continuait en expliquant comment, même avec le modeste salaire de maçon de mon grand-père, ils avaient toujours de l'argent pour l'essentiel et réussissaient même à économiser un peu, parce qu'ils comprenaient que l'argent n'était qu'un outil, pas une fin en soi. Chaque mot était un coup direct à ma perception déformée des finances. J'avais passé des années à croire que la solution était de gagner plus, quand en réalité le problème était mon manque total de but pour chaque centime qui passait entre mes mains. Ma grand-mère développait dans la lettre ce qu'elle appelait la stratégie des 3 soldats. Elle expliquait que, comme dans toute bataille importante, il fallait organiser les troupes de manière stratégique. Le premier soldat était le gardien du château, représentant 50% de tous les revenus. Ce soldat avait la mission sacrée de protéger l'essentiel, logement, alimentation, services et transports. Il ne pouvait jamais abandonner son poste.
Le deuxième soldat était le conquérant, représentant 30% des revenus. C'était le soldat responsable d'étendre le territoire, c'est-à-dire de payer les dettes existantes, et une fois libéré, de commencer à investir pour construire la richesse. Le troisième soldat était l'explorateur, les 20% restants qui avaient la permission de découvrir de nouveaux plaisirs, à condition de ne jamais compromettre la mission des deux. Autre soldat. En lisant cette analogie simple mais profondément sage, je comprenais enfin où je me trompais. Je n'avais aucune organisation, aucune stratégie. Mes soldats étaient tous mélangés, désorientés, sans commandement. Le gardien du château était faible parce que je permettais à l'explorateur de voler ses ressources. Le conquérant n'existait pratiquement pas, car tout son potentiel était consommé par le manque de discipline des deux autres. Cette nuit-là, assis sur le sol poussiéreux du grenier, j'ai fait une promesse solennelle envers moi-même. Je réorganiserai immédiatement mon armée financière. Appliquer la stratégie des 3 soldats n'a pas été facile du premier coup. Je suis rentré chez moi déterminé à tout mettre sur papier, mais j'ai fait face à une réalité effrayante. Je n'avais aucune idée d'où allait mon argent. J'ai passé toute la nuit à retourner des relevés bancaires, des factures de cartes de crédit et des applications de livraison. Chaque achat inutile, chaque abonnement oublié, chaque dépense impulsive était comme un petit coup de couteau dans ma conscience. J'ai découvert que je dépensais près de 40% de mes revenus uniquement en livraison et restaurant. L'explorateur était devenu un tyran qui dominait tout mon territoire financier. Pire encore, le gardien du château ne recevait que 30% de ce dont il avait besoin, tandis que le conquérant n'existait tout simplement pas, car toutes ses contributions possibles étaient dévorées par les intérêts de la carte de crédit. À 3 heures du matin, les yeux brûlants de fatigue, j'avais enfin devant moi un portrait fidèle du désastre. Ma dette totale équivalait à 5 mois de mon salaire. Les chiffres étaient effrayants, mais pour la première fois depuis des années, je ne ressentais pas de panique. Je ressentais de la clarté. Comme ma grand-mère l'avait écrit dans sa lettre, la vérité peut faire mal initialement, mais c'est le seul remède qui guérit vraiment. J'avais avalé le remède amer de la vérité, et j'étais maintenant prêt pour la guérison. Le premier mois à suivre la stratégie des 3 soldats a été le plus challengeant de ma vie. Chaque jour était une bataille contre les vieilles habitudes et les tentations. Je me souviens d'un mardi spécifique, après une journée particulièrement stressante au travail, où j'ai failli céder à la tentation de commander un repas livré extravagant. C'était exactement le type de dépense impulsive qui m'avait mis dans cette situation. Mais je me suis alors souvenu de la lettre de ma grand-mère, où elle décrivait comment mon grand-père rentrait à la maison épuisé après avoir porté des sacs de ciment toute la journée, et pourtant ne se plaignait jamais du dîner simple qu'elle préparait. S'il pouvait trouver du contentement dans la simplicité, qui étais-je pour penser que j'avais besoin d'un dîner coûteux pour soulager le stress? Au lieu de prendre le téléphone, j'ai ouvert le réfrigérateur et j'ai préparé un repas simple avec ce que j'avais. Et pour la première fois, je n'ai pas ressenti de privation, mais plutôt un étrange sentiment d'autonomisation. À chaque non que je disais à une dépense inutile, je sentais mes muscles financiers devenir plus forts. À la fin du premier mois, quelque chose d'incroyable s'est produit. Pour la première fois en 3 ans, j'avais réussi à payer toutes mes factures à temps et même à mettre de côté 30% de mes revenus pour attaquer les dettes. Le montant était modeste, mais la sensation de victoire était colossale. Je comprenais enfin ce que ma grand-mère voulait dire quand elle avait écrit « La richesse n'est pas mesurée par ce que vous gagnez, mais par ce que vous parvenez à conserver ». Après 3 mois à appliquer disciplinément la stratégie, je me suis retrouvé face à une décision qui m'aurait terrifié auparavant. J'ai reçu une offre de promotion au travail qui s'accompagnait d'une augmentation significative de salaire, mais aussi de plus de responsabilités et d'heures supplémentaires. Avant la lettre, j'aurais accepté immédiatement, ne voyant que les chiffres plus importants sur mon compte bancaire. Mais maintenant, je voyais au-delà. J'ai réalisé que j'étais sur le point de commettre la même erreur qu'avant, échanger du temps et la paix intérieure contre de l'argent que je ne saurais même pas gérer. Je me suis souvenu d'une autre partie de la lettre où ma grand-mère parlait des choix qu'elle et mon grand-père avaient faits. Beaucoup nous traitaient de pauvres parce que nous n'avions pas de nouvelles voitures ou de vêtements à la mode. Mais nous étions riches là où cela importait vraiment. Nous avions du temps l'un pour l'autre, la paix de l'esprit et aucune dette pour nous hanter la nuit. Ce soir-là, assis à la même table de cuisine où des mois auparavant j'avais pleuré sur les factures, j'ai décliné gentiment la promotion. J'ai expliqué à mon patron que je valorisais mon temps actuel et mon équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Pour la première fois, je priorisais ma richesse intérieure plutôt que les chiffres sur un compte bancaire. Et la sensation était une pure liberté, comme si j'avais enlevé un poids de mes épaules que je portais depuis des années sans m'en rendre compte. 6 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi pluvieux où j'avais trouvé la lettre. La transformation dans ma vie était tout simplement miraculeuse, mais je savais qu'aucun miracle n'était impliqué, seulement de la sagesse appliquée avec discipline. Mes dettes avaient été réduites de 60%, et j'étais sur la voie de m'en libérer complètement dans 3 mois. Mais les chiffres n'étaient qu'une partie de l'histoire. La véritable transformation s'était produite en moi.
je ne voyais plus l'argent comme un monstre à craindre ou comme une solution magique à tous les problèmes. Au lieu de cela, je le voyais pour ce qu'il était vraiment, un outil. Un outil qui, bien géré, pourrait me donner de la sécurité, des options et la paix de l'esprit. J'ai commencé à dormir toute la nuit sans me réveiller inquiet pour les factures. J'ai arrêté d'éviter les appels de numéros inconnus. Même ma relation avec ma famille s'est améliorée, car je n'étais plus constamment stressé et distant. L'ironie était qu'en arrêtant de poursuivre désespérément plus d'argent, j'avais enfin trouvé la véritable richesse qui avait toujours été à ma portée. Et tout cela parce qu'une femme sage, des décennies plus tôt, avait eu la prévoyance d'écrire ses leçons sur les finances dans une lettre pour le mari qu'elle aimait.